Matthew sortit de la voiture dans une rue silencieuse, et le bébé qu'il découvrit changea tout. Il s'agenouilla près du panier en osier, observant le nouveau-né endormi, enveloppé dans une couverture blanche. Le moteur de sa voiture de sport rouge crépitait encore en refroidissant, tandis que ses mains tremblaient. Le silence du quartier n'était troublé que par la respiration douce du bébé. Matthew resta à genoux sur le trottoir, sentant le poids de ce moment s'abattre sur ses épaules. Le bébé respirait paisiblement dans le panier, totalement inconscient du bouleversement que sa présence venait de provoquer. Il détailla ce petit visage serein, remarquant comment les cils fins projetaient de délicates ombres sur les joues rosées. La couverture blanche, soigneusement bordée, montrait que quelqu'un avait voulu le garder au chaud et à l'aise. Matthew leva les yeux et examina la rue avec plus d'attention. Les maisons élégantes avaient des pelouses impeccables et des portails en fer forgé, mais toutes les fenêtres restaient closes, sans le moindre mouvement. Le calme d'un mardi après-midi n'était brisé que par le bourdonnement lointain de la circulation sur l'avenue principale, 2 rues plus loin. Il regarda sa montre. En temps normal, il serait à cet instant dans la salle de conférence de son entreprise, accueillant des investisseurs japonais venus de 16 heures de vol pour discuter d'un projet d'expansion. C'était la plus grande opportunité de sa carrière. 5 ans de planification et de négociation avaient abouti à cette réunion, qui pouvait rapporter à sa société un contrat de 8 millions de dollars. Il avait passé les 3 dernières semaines à revoir chaque détail de sa présentation, à répéter chaque argument, à préparer des réponses à toutes les objections possibles. Ses associés comptaient sur lui. Son équipe avait passé des nuits blanches pour finaliser les documents. Et maintenant, il était là, à genoux sur un trottoir, près d'un bébé abandonné, annulant tout au téléphone comme s'il s'agissait d'un simple rendez-vous. Qui peut bien laisser un enfant comme ça? Murmura-t-il, tendant la main vers le visage du bébé avant de s'arrêter à quelques centimètres. Il n'avait jamais touché quelqu'un d'aussi petit, d'aussi fragile. La peau paraissait si délicate qu'il craignait de laisser une marque d'un simple effleurement. Matthew s'était bâti une réputation d'homme décisif et sûr de lui, mais à cet instant, il se sentit complètement désarmé face à la situation que la vie venait de lui imposer. Le bébé bougea légèrement et émit un petit bruit de lèvres, un son si doux qu'il attira Matthew plus près. L'enfant ouvrit lentement les yeux, des iris clairs qui accrochaient la lumière de l'après-midi. C'était comme s'il essayait de distinguer les traits de l'homme devenu par hasard son protecteur. Quelque chose remua dans la poitrine de Matthew, un serrement, suivi d'une chaleur diffuse qui se propagea dans tout son corps. Ce n'était pas seulement de la compassion ni un instinct protecteur. C'était plus profond, inexplicable, et cela le surprit totalement. « Tu n'as pas peur de moi, hein ?» dit-il doucement, comme s'il s'adressait à un ami proche. Le bébé le fixa sans ciller, sans pleurer, le regardant avec un calme étrange. De minuscules mains s'échappèrent de la couverture, ouvrant et refermant les doigts en réflexe. Les ongles étaient si petits qu'on les distinguait à peine. Matthew se releva lentement et fit le tour du panier, examinant l'endroit. L'herbe alentour ne montrait aucune empreinte récente, et la terre humide près des arbustes ne portait aucune trace. Tout semblait trop propre, comme si le panier était apparu là par magie. Il leva les yeux vers les fenêtres voisines, cherchant un rideau qui bouge, un regard curieux. Rien. Le quartier demeurait d'un silence absolu, comme si le monde s'était figé pour permettre cette rencontre. Son téléphone vibra dans la poche de son costume. Le nom de Patricia s'afficha. Son assistante depuis 7 ans organisée, efficace, prévisible devait être déconcertée par l'annulation soudaine de la réunion la plus importante de l'année. « Monsieur Matthew, j'ai réussi à reporter la réunion à jeudi prochain, » dit-elle dès qu'il décrocha. Mais l'équipe japonaise n'était pas contente. Ils ont demandé la raison exacte de l'annulation. « Que as-tu dit ? » Qu'il s'agissait d'une urgence familiale, comme vous me l'avez demandé. Mais ils insistent pour vous parler directement. Matthew regarda le bébé, dont les yeux s'étaient refermés, toujours éveillé, bougeant légèrement les lèvres comme s'il rêvait de nourriture. Dis-leur que je les contacterai demain matin. Je dois régler une chose avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Puis-je faire quelque chose pour vous, monsieur? Vous avez l'air. Elle hésita différent. Il eut un léger sourire, touché par la justesse de son observation. En 7 ans, Patricia avait appris à lire dans sa voix, à anticiper ses besoins avant même qu'il ne parle. Elle sentait maintenant que quelque chose avait profondément changé. « Je vais bien, Patricia.
J'ai juste besoin de temps pour une affaire personnelle. Annule tout pour aujourd'hui et ne reprogramme que l'essentiel. Il raccrocha, rangea le téléphone et se concentra de nouveau sur l'enfant. Le bébé avait rouvert les yeux et le fixait avec la même intensité. Matthew s'accroupit au niveau du panier, étudiant chaque expression de ce minuscule visage. Il ne pouvait pas deviner son âge exact, mais à en juger par la taille et la finesse des traits, il n'avait que quelques semaines. « Qui es-tu » demanda-t-il doucement. « Et pourquoi étais-tu ici, seul ?» Le bébé tourna légèrement la tête vers sa voix, comme s'il comprenait qu'on s'adressait à lui. Matthew s'émerveilla. Un enfant si jeune pouvait-il déjà reconnaître une voix humaine, ou n'était-ce qu'une coïncidence? Il inspecta le panier à la recherche d'indices. L'osier était intact, propre. La couverture, en coton blanc de bonne qualité, douce au toucher, ne portait ni tache ni odeur suspecte. Aucun mot, aucun papier, rien pour identifier le bébé. Celui ou celle qui l'avait laissé là s'était soucié de son confort, mais n'avait laissé aucune explication. Matthew regarda tour à tour sa voiture et le panier, essayant d'absorber la décision qu'il s'apprêtait à prendre. Toute sa vie reposait sur la planification, l'analyse des risques, les décisions rationnelles. Chaque pas en affaires s'appuyait sur des études de marché, des conseils juridiques et des modèles financiers précis. Et pourtant, il envisageait maintenant d'emmener chez lui un enfant inconnu, mu par une impulsion émotionnelle qu'il ne pouvait pas justifier. La solution raisonnable serait d'appeler la police ou les services sociaux. Il saurait quoi faire. Il existait des protocoles pour les bébés abandonnés, des ressources pour les accueillir jusqu'à trouver une famille. Mais chaque fois qu'il imaginait confier ce bébé à des inconnus, quelque chose en lui se révoltait. « Je ne sais pas comment m'occuper de toi », chuchota-t-il plus pour lui-même que pour l'enfant. « Je n'ai jamais tenu un nouveau-né dans mes bras. Je ne sais pas changer une couche ni préparer un biberon. Je n'ai même pas de berceau. » Le bébé le regardait toujours, ses yeux bleus perçant pleins de confiance, comme s'il comprenait qu'il était en sécurité. Matthew passa une main dans ses cheveux et soupira. Sa demeure, dans le quartier le plus huppé de la ville, comptait 12 chambres, 8 salles de bain, une piscine, un court de tennis, une salle de sport privée et un garage pour 6 voitures, mais pas un seul objet destiné à un enfant. Le décor était moderne et minimaliste, avec des meubles de designers européens, de l'art contemporain et les dernières technologies. Tout avait été pensé pour le confort d'un homme célibataire et prospère, recevant parfois des clients ou organisant des soirées d'affaires. Il sortit son téléphone et tapa rapidement « Base pour s'occuper d'un nouveau-né ». Les premiers résultats firent se nouer l'estomac de Matthew. Nourrir le bébé toutes les 2 à 3 heures, changer les couches en permanence, surveiller la température de l'eau pour le bain, adopter les bonnes positions pour le porter sans le blesser, reconnaître les signes d'inconfort ou de maladie nécessitant une attention immédiate. Une liste interminable de responsabilités auxquelles il n'avait jamais songé. « C'est de la folie », murmura-t-il, bien que ses yeux restassent fixés sur le bébé, qui avait de nouveau fermé les siens et s'endormait doucement. Le visage paisible et satisfait de l'enfant contrastait violemment avec la tempête qui faisait rage en lui. C'était comme si le bébé lui faisait une confiance absolue, sans savoir qu'il était protégé par un homme totalement inexpérimenté. Il rangea son téléphone, se leva et fit quelques pas sur le trottoir, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Le soleil de fin d'après-midi tapait fort, et des perles de sueur apparurent sur son front davantage dues à la tension qu'à la chaleur. Chaque seconde qui passait sans qu'il appelle les autorités rendait sa décision de plus en plus irréversible. Il revint vers le panier. Le bébé dormait profondément, les bras détendus, la respiration calme et légère. Matthew tendit l'index et toucha l'une des petites mains découvertes. La peau était incroyablement douce et tiède. Les minuscules doigts se refermèrent autour de son doigt par réflexe, ce qui le surprit. « Tu as une sacrée poigne », dit-il en souriant pour la première fois depuis qu'il avait trouvé l'enfant. Le bébé garda sa prise quelques secondes, puis relâcha. Ce simple contact fit basculer quelque chose d'essentiel. Il n'était plus seulement un homme ayant découvert un nourrisson abandonné. Il venait de créer un lien réel avec cette petite vie. Il souleva le panier avec une extrême précaution, ressentant non seulement le faible poids du bébé, mais surtout celui, bien plus lourd, de la responsabilité qu'il venait d'assumer. L'enfant ne bougea pas, dormant paisiblement pendant que Matthew marchait vers la voiture. Arrivé à la portière passager, il s'immobilisa. Il n'avait aucune idée de la manière correcte de transporter un bébé.
Il avait déjà vu des sièges pour nourrissons dans les voitures de ses amis, mais n'avait jamais prêté attention aux détails. Il posa le panier sur le siège, le maintenant d'une main, puis fit le tour pour s'installer côté conducteur. Avant de démarrer, il régla les rétroviseurs de façon à garder le panier constamment dans son champ de vision. L'enfant dormait toujours, apparemment à l'aise malgré le changement d'environnement. Matthew tourna la clé avec douceur et s'engagea sur la route, roulant beaucoup plus lentement qu'à l'accoutumée. Chaque virage était pris avec précaution, chaque freinage anticipé, évitant tout mouvement brusque qui pourrait déranger son minuscule passager. Pendant les 20 minutes de trajet jusqu'à chez lui, il eut le temps de réfléchir à l'ampleur de ce qu'il faisait. Sa vie avait toujours reposé sur la maîtrise, la prévisibilité et la réussite professionnelle. Il se levait chaque matin à 5h30, s'entraînait 1 heure dans sa salle de sport privée, se douchait, choisissait l'un de ses 40 costumes sur mesure, buvait son café en consultant les rapports financiers, puis quittait la maison à 7h15 précise. Cette routine durait depuis plus de 10 ans, depuis qu'il avait repris l'entreprise héritée de son père. Les week-ends étaient réservés au golf, aux dîners d'affaires ou à des voyages pour rencontrer des clients importants. Les vacances, rares, servaient toujours à explorer de nouveaux marchés. Aucune place, dans cette vie réglée comme une horloge, pour les imprévus, encore moins pour une responsabilité de chaque instant. Pourtant, en observant le bébé endormi dans le rétroviseur, toutes ces considérations pratiques lui semblèrent soudain insignifiantes. Quelque chose chez cet enfant éveillait en lui des instincts insoupçonnés, des émotions nouvelles, un besoin de protéger et de veiller qui défiait toute logique. Il gara la voiture dans son garage, coupa le moteur et resta assis un instant, contemplant sa demeure d'un autre œil. L'endroit qui lui avait toujours semblé parfait pour son mode de vie lui apparut désormais froid et inadapté à un enfant. Les escaliers en marbre seraient dangereux pour un tout petit. Les meubles avaient des angles tranchants. Il n'y avait ni protection aux fenêtres, ni cache-prise. Et le silence qu'il chérissait après de longues journées de travail lui parut soudain oppressant, vidé de toute chaleur humaine. Il se dirigea vers la portière passager où reposait le panier. Le bébé s'était réveillé pendant le trajet et le regardait avec curiosité, les yeux suivant les lumières du garage avant de se fixer sur son visage. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, du moins pour l'instant, » dit-il doucement. Il porta le panier jusque dans la cuisine, avançant avec la plus grande précaution pour ne pas le secouer. L'endroit familier lui sembla soudain hostile et inadapté pour un nourrisson. Les plans de travail en granit noir avaient des arêtes coupantes. Les appareils en acier inoxydable paraissaient froids et impersonnels. Le sol carrelé et lisse donnait l'impression d'un danger de chute permanent. Il posa le panier au centre exact de la table en verre, loin des bords. Le bébé, éveillé et attentif, promenait son regard curieux sur la vaste pièce, observant tour à tour le lustre étincelant, puis les plantes décoratives soigneusement disposées dans les coins. Matthew réalisa qu'il n'avait jamais observé sa propre maison avec autant d'attention. Chaque détail qu'il avait toujours ignoré prenait désormais sens à cause de cet enfant. Le silence de la demeure, autrefois apaisant, lui sembla maintenant vide. Aucun bruit de vie, seulement le bourdonnement léger de la climatisation et le tic-tac lointain d'une horloge. En balayant la pièce du regard, il prit conscience à quel point sa maison reflétait la dernière décennie de sa vie. Organisée, efficace, fonctionnelle, mais dépourvue de chaleur, de traces d'une véritable existence. Les murs immaculés paraissaient glacés. Les tableaux abstraits, choisis par un décorateur réputé, semblaient dénués de sens face à la présence vivante d'un enfant. « Tu dois avoir faim », dit-il au bébé, qui le regardait avec une attention croissante. L'enfant tourna légèrement la tête vers la voix de Matthew, confirmant son impression qu'il reconnaissait déjà certains sons. Ses yeux bleus le fixaient avec une intensité étonnante pour un si petit être, comme s'il cherchait à comprendre qui était cet homme devenu soudain responsable de lui. Le bébé commença à bouger la bouche, l'ouvrant et la refermant, réflexe que Matthew interpréta comme un signe de faim. Ses petits bras se dégagèrent de la couverture, s'étirant mollement, les doigts s'ouvrant et se refermant en poings souples. Parfois, il portait une main à sa bouche. Matthew reprit son téléphone et tapa « Nourrir un nouveau-né ». Les informations qui lui soulignèrent encore davantage son inexpérience. Le lait maternel, disait-on, était l'aliment idéal pour les premiers mois, fournissant non seulement une nutrition complète, mais aussi des anticorps essentiels à l'immunité. En l'absence de mère biologique, il fallait utiliser un lait infantile adapté.
Mais il en existait des dizaines de marques, chacune avec des compositions légèrement différentes. Il apprit aussi qu'il existait plusieurs types de biberons et de tétines, de formes et tailles variées selon l'âge du bébé et la densité du liquide. Les tétines pour nouveau-nés devaient avoir des trous plus petits que celles destinées aux bébés plus âgés, capables de téter plus fort. La température du lait devait être vérifiée avec soin. Ni trop chaude, pour éviter les brûlures, ni trop froide, pour ne pas perturber la digestion. Les nourrissons devaient être alimentés toutes les 2 à 3 heures, y compris la nuit, selon un rythme régulier. La quantité dépendait du poids du bébé, information qu'il n'avait pas et qu'il ne pourrait connaître qu'après une visite médicale. Il lut aussi qu'il fallait maintenir la tête du bébé légèrement surélevée pendant la tétée pour éviter l'étouffement et permettre à l'air avalé de s'échapper par des rots ensuite. Il existait même des techniques précises pour cela, de doux mouvements circulaires dans le dos après chaque biberon, pour prévenir les coliques et l'inconfort. « J'ai besoin d'aide, vite », murmura-t-il, réalisant que garder ce petit être en bonne santé et bien nourri lui paraissait bien plus difficile que de diriger une entreprise de 300 employés. En affaires, il pouvait consulter des experts, engager des conseillers, déléguer à des personnes expérimentées. Mais à cet instant, il était seul, face à un enfant qui dépendait entièrement de lui pour survivre. Et son ignorance pouvait avoir de graves conséquences. La première personne à laquelle il pensa fut Patricia, son assistante depuis 7 ans, mère de 2 adolescents. Elle saurait sans doute quoi faire pour assurer les besoins essentiels du bébé jusqu'à ce qu'il trouve une solution plus durable. Mais l'appeler signifiait devoir expliquer comment il s'était retrouvé avec un nourrisson à charge. Il n'était pas prêt à mettre cela en mots. Comment raconterait-il à son assistante efficace et imperturbable qu'il avait annulé la réunion la plus importante de l'année pour s'occuper d'un nouveau-né trouvé dans un panier sur le trottoir? Comment expliquer l'impulsion inexplicable qui l'avait poussé à ramener l'enfant chez lui plutôt que d'appeler immédiatement les autorités? Il ne se l'expliquait même pas lui-même. Le bébé recommença à émettre ses petits sons doux et insistants avec la bouche. Il gigotait dans la couverture, étirant les bras, poussant des jambes minuscules comme s'il était mal à l'aise ou cherchait quelque chose. Les bruits se firent plus fréquents et un peu plus forts, sans pour autant devenir des pleurs. Matthew comprit qu'il devait agir. « D'accord, je vais te trouver à manger tout de suite », dit-il en attrapant ses clés et en vérifiant qu'il avait bien sa carte bancaire. « Mais tu viens avec moi à la pharmacie. Je ne te laisse pas seul ici. » Il souleva le panier avec encore plus de précaution, sentant que le bébé était plus agité et plus sensible aux mouvements brusques. Le petit continua à émettre des sons affamés, mais se calma un peu dès qu'il sentit qu'on le portait, comme s'il comprenait que quelque chose allait être fait pour apaiser sa faim. En regagnant le garage, Matthew réalisa à quel point sa vie avait radicalement changé en moins de 2 heures. Ce matin-là, en quittant la maison, sa plus grande préoccupation était de revoir une dernière fois les graphiques qu'il devait présenter aux investisseurs japonais. Maintenant, sa priorité absolue était d'apprendre en urgence les bases pour garder en vie un enfant dont il ne savait rien. L'ironie ne lui échappa pas. Il avait la réputation de résoudre des problèmes complexes, de négocier avec les clients les plus coriaces, de trouver des solutions créatives à des défis apparemment impossibles. Face à un nourrisson âgé de quelques semaines, il se sentait totalement impuissant, comme si toutes ces années d'expérience et de succès n'avaient aucune valeur ici. Pendant les 15 minutes de route jusqu'à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24, il conduisit encore plus lentement que d'habitude, surveillant le panier dans le rétroviseur à chaque instant. Le bébé avait cessé de faire du bruit et l'observait avec de grands yeux bleus limpides, comme s'il comprenait qu'ils étaient en route pour résoudre son problème de nourriture. Il y avait dans ce regard une sérénité bouleversante. Matthew n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'être absolument nécessaire à la survie d'un autre être humain. Dans les affaires, quelle que soit la décision, il y avait toujours des alternatives, d'autres partenaires, d'autres stratégies. Cet enfant, lui, n'en avait aucune. En cet instant, Matthew était littéralement le seul rempart entre lui et le pire. Cette responsabilité totale était à la fois terrifiante et étrangement gratifiante. Arrivé à l'entrée de la pharmacie, il réalisa qu'il n'avait pas réfléchi aux aspects pratiques. Comment faire ses courses en portant un panier, ou comment expliquer à des inconnus pourquoi il se retrouvait seul avec un nourrisson alors qu'il semblait ne rien savoir faire. Laisser le bébé dans la voiture était impensable, mais se promener dans le magasin avec un panier en osier attirait forcément des questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. Il se gara près de la porte, coupa le moteur, et prit quelques secondes pour réfléchir à la meilleure approche.
Il décida d'être direct sur le fait qu'il avait besoin d'aide, sans entrer dans les détails sur la façon dont le bébé était arrivé entre ses mains. Il prit le panier et entra, prêt à affronter toute situation gênante. Une femme d'une cinquantaine d'années l'accueillit. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon soigné, des lunettes pendaient à une fine chaîne dorée, et son visage naturellement maternel se figea dans une surprise sincère en voyant le panier et le bébé qui dépassaient de l'osier. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en s'approchant doucement sans être intrusive. « J'ai besoin de tout ce qu'il faut pour bien m'occuper d'un bébé de cet âge, » dit Matthew, réalisant à quel point sa voix sonnait désespérée et vague. « Des biberons, du lait maternisé, des couches, des médicaments de base, un thermomètre, tout ce que vous avez pour les nouveau-nés. » La femme le détailla d'un regard expert, intriguée par la vue d'un homme soigné, visiblement à l'aise dans le succès, mais totalement perdu face aux besoins d'un nourrisson. Son instinct maternel s'éveilla autant par le bébé que par la détresse évidente de Matthew. « C'est votre premier ?» demanda-t-elle doucement, se penchant pour admirer le bébé, maintenant bien éveillé et observant le magasin avec curiosité. Il hésita. Il ne voulait pas mentir, mais ne pouvait pas non plus dire la vérité sans s'exposer à des complications légales. « C'est compliqué, » répondit-il enfin, préférant une vérité partielle. « J'ai simplement besoin de toute l'aide possible pour bien m'en occuper, au moins pour les prochains jours. » Elle sembla comprendre qu'il y avait des circonstances particulières. Avec la sagesse de quelqu'un qui avait élevé des enfants et probablement des petits-enfants, elle ne posa aucune question indiscrète. Au lieu de cela, elle prit les choses en main comme une guide expérimentée. « Commençons par les bases, » dit-elle en attrapant un petit chariot et l'invitant à la suivre dans les rayons bien rangés. « D'abord, il faut estimer son âge exact, car cela change tout ce qu'on choisira. » Elle se pencha sur le panier et observa le bébé avec un œil clinique, notant des détails auxquels Matthew n'avait jamais prêté attention. « D'après ses traits et sa taille, je dirais entre 3 et 6 semaines, » conclut-elle après un instant. « Il est magnifique, semble en bonne santé et bien soigné. Nous allons choisir les produits pour cette tranche d'âge. » Elle guida Matthew dans les rayons, expliquant chaque article essentiel. Des biberons adaptés aux nouveau-nés avec tétines orthodontiques imitant le sein maternel, de petits orifices convenant aux bébés qui n'ont pas encore une succion forte, les différences de matériaux, plastique standard, verre trempé, plastique sans BPA. Le verre, pour la maison, plus facile à stériliser et sans odeur, le plastique spécial pour les sorties. Vint ensuite le lait infantile. Elle expliqua clairement les différents types, formule standard pour nourrissons en bonne santé, et formule hypoallergénique pour les bébés sensibles. Comme Matthew ignorait tout de l'historique médical du petit, elle recommanda une formule standard de haute qualité. La préparation est cruciale, précisa-t-elle en lui tendant un guide imprimé. Le ratio eau-poudre doit être exact, ni trop concentré, ni trop dilué. Une eau trop chaude détruit les nutriments, trop froide perturbe la digestion. Ils passèrent ensuite aux couches. Elle expliqua les tailles et les niveaux d'absorption. Prenez la taille nouveau-né et un paquet de taille 1, au cas où. Les bébés grandissent vite au début, ajouta-t-elle en déposant 2 paquets dans le chariot. Mieux vaut prévoir que d'en manquer à 2 heures du matin. La liste continua, lingettes pour peau sensible, crème protectrice, savon sans parfum, shampoing sans larmes, thermomètre digital, et quelques produits recommandés par les pédiatres pour les urgences. Combien de semaines exactement ? Demanda-t-elle en calculant la quantité de lait à acheter. Matthew regarda le bébé, ses yeux bleus toujours fixés sur lui, et réalisa qu'il ne pouvait pas répondre sans trahir le fait qu'il avait trouvé l'enfant abandonné. Honnêtement, je ne suis pas sûr, dit-il prudemment. Très jeune, peut-être 1 mois. Un léger mélange de curiosité et d'inquiétude traversa son visage, mais l'expérience l'empêcha d'insister. Vous devriez l'amener chez un pédiatre dès que possible, dit-elle sérieusement, mais sans jugement. J'ai besoin d'aide, vite, murmura-t-il, réalisant que garder ce petit être en bonne santé et bien nourri lui paraissait bien plus difficile que de diriger une entreprise de 300 employés. En affaires, il pouvait consulter des experts, engager des conseillers, déléguer à des personnes expérimentées. Mais à cet instant, il était seul, face à un enfant qui dépendait entièrement de lui pour survivre. Et son ignorance pouvait avoir de graves conséquences. La première personne à laquelle il pensa fut Patricia, son assistante depuis 7 ans, mère de 2 adolescents. Elle saurait sans doute quoi faire pour assurer les besoins essentiels du bébé jusqu'à ce qu'il trouve une solution plus durable.
Mais l'appeler signifiait devoir expliquer comment il s'était retrouvé avec un nourrisson à charge. Il n'était pas prêt à mettre cela en mots. Comment raconterait-il à son assistante efficace et imperturbable qu'il avait annulé la réunion la plus importante de l'année pour s'occuper d'un nouveau-né trouvé dans un panier sur le trottoir? Comment expliquer l'impulsion inexplicable qui l'avait poussé à ramener l'enfant chez lui plutôt que d'appeler immédiatement les autorités? Il ne se l'expliquait même pas lui-même. Le bébé recommença à émettre ses petits sons doux et insistants avec la bouche. Il gigotait dans la couverture, étirant les bras, poussant des jambes minuscules comme s'il était mal à l'aise ou cherchait quelque chose. Les bruits se firent plus fréquents et un peu plus forts, sans pour autant devenir des pleurs. Matthew comprit qu'il devait agir. D'accord, je vais te trouver à manger tout de suite, dit-il en attrapant ses clés et en vérifiant qu'il avait bien sa carte bancaire. Mais tu viens avec moi à la pharmacie. Je ne te laisse pas seul ici. Il souleva le panier avec encore plus de précaution, sentant que le bébé était plus agité et plus sensible aux mouvements brusques. Le petit continua à émettre des sons affamés, mais se calma un peu dès qu'il sentit qu'on le portait, comme s'il comprenait que quelque chose allait être fait pour apaiser sa faim. En regagnant le garage, Matthew réalisa à quel point sa vie avait radicalement changé en moins de 2 heures. Ce matin-là, en quittant la maison, sa plus grande préoccupation était de revoir une dernière fois les graphiques qu'il devait présenter aux investisseurs japonais. Maintenant, sa priorité absolue était d'apprendre en urgence les bases pour garder en vie un enfant dont il ne savait rien. L'ironie ne lui échappa pas. Il avait la réputation de résoudre des problèmes complexes, de négocier avec les clients les plus coriaces, de trouver des solutions créatives à des défis apparemment impossibles. Face à un nourrisson âgé de quelques semaines, il se sentait totalement impuissant, comme si toutes ces années d'expérience et de succès n'avaient aucune valeur ici. Pendant les 15 minutes de route jusqu'à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24, il conduisit encore plus lentement que d'habitude, surveillant le panier dans le rétroviseur à chaque instant. Le bébé avait cessé de faire du bruit et l'observait avec de grands yeux bleus limpides, comme s'il comprenait qu'ils étaient en route pour résoudre son problème de nourriture. Il y avait dans ce regard une sérénité bouleversante. Matthew n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'être absolument nécessaire à la survie d'un autre être humain. Dans les affaires, quelle que soit la décision, il y avait toujours des alternatives, d'autres partenaires, d'autres stratégies. Cet enfant, lui, n'en avait aucune. En cet instant, Matthew était littéralement le seul rempart entre lui et le pire. Cette responsabilité totale était à la fois terrifiante et étrangement gratifiante. Arrivé à l'entrée de la pharmacie, il réalisa qu'il n'avait pas réfléchi aux aspects pratiques. Comment faire ses courses en portant un panier, ou comment expliquer à des inconnus pourquoi il se retrouvait seul avec un nourrisson alors qu'il semblait ne rien savoir faire. Laisser le bébé dans la voiture était impensable, mais se promener dans le magasin avec un panier en osier attirait forcément des questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. Il se gara près de la porte, coupa le moteur, et prit quelques secondes pour réfléchir à la meilleure approche. Il décida d'être direct sur le fait qu'il avait besoin d'aide, sans entrer dans les détails sur la façon dont le bébé était arrivé entre ses mains. Il prit le panier et entra, prêt à affronter toute situation gênante. Une femme d'une 50aine d'années l'accueillit. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon soigné, des lunettes pendaient à une fine chaîne dorée, et son visage naturellement maternel se figea dans une surprise sincère en voyant le panier et le bébé qui dépassaient de l'osier. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en s'approchant doucement sans être intrusive. Patricia passa immédiatement en mode « résolution de problème ». Je vais appeler les meilleures agences de la ville et aussi demander des recommandations à des amis ayant de jeunes enfants. Préférez-vous quelqu'un qui vive sur place ou simplement disponible pour quelques jours? L'idée d'un inconnu vivant sous son toit heurtait le besoin de contrôle et d'intimité de Matthew. Mais laisser le bébé seul avec une personne qu'il ne connaissait pas lui paraissait tout aussi inconfortable. Quelqu'un qui puisse rester la journée, m'apprendre ce qu'il faut, puis rentrer chez lui le soir. Du moins pour commencer. Compris. Je m'en occupe tout de suite et je vous rappelle dès que j'ai des options. Dois-je aussi annuler vos rendez-vous de demain, ou pensez-vous pouvoir y assister? Matthew imagina un instant laisser le bébé à une inconnue pour assister à ces réunions. Rien qu'à y penser, une angoisse irrationnelle le saisit. Annuler tout jusqu'à vendredi. J'ai besoin de quelques jours pour mettre de l'ordre dans tout ça. Elle nota l'instruction sans commentaire, mais sa légère hésitation trahissait sa curiosité. En toutes ces années,
Jamais il n'avait annulé un engagement professionnel pour une raison personnelle, encore moins une semaine entière. Autre chose que je puisse faire pour vous? Oui. Une dernière chose. Renseignez-vous discrètement sur les procédures légales concernant les cas de nourrissons abandonnés. Quelles sont les obligations? Quelles autorités doit-on prévenir? Ce genre d'informations. Un long silence s'installa. Il venait d'en dire plus qu'il ne l'avait prévu. Patricia était intelligente, elle ferait le lien. Est-ce que tout va bien, monsieur? Avez-vous besoin d'aide, au-delà de la nourrice? Ça va, Patricia. Je fais face à une situation inattendue et j'essaie de bien la gérer. J'ai confiance en vous. Vous pouvez compter sur moi. Je m'en occupe et je vous rappellerai avec les mises à jour. Il coupa le téléphone, décidant de ne plus répondre de l'après-midi. L'enfant dormait profondément, bougeant parfois les lèvres comme s'il rêvait de son biberon. Matthew se leva avec précaution, toujours le bébé dans les bras, et parcourut la maison avec un regard neuf, celui d'un parent. L'escalier en marbre, autrefois source de fierté, lui sembla soudain dangereux. Marche haute, pierre glissante, pas de rampe adaptée à quelqu'un portant un bébé. Le mobilier moderne du salon, aux angles vifs, devenait une menace. Table en verre, étagère métallique, décoration en céramique à hauteur d'enfant. Tout paraissait désormais risqué. Il monta à l'étage, toujours avec le bébé, et entra dans la suite principale. Un lit king size, un dressing automatisé, une salle de bain digne d'un spa parfait pour un célibataire prospère, mais pas pour un nourrisson. Il essaya d'imaginer où installer un berceau, comment organiser les affaires de nuit, où ranger couches, vêtements et tout ce qu'un bébé utilise en quantité surprenante. La chambre d'amis voisine ferait un meilleur choix pour une nurserie provisoire, au moins le temps de s'organiser. Le bébé remua, ouvrit les yeux et trouva aussitôt le visage de Matthew. Aucune peur, aucune gêne, seulement ce regard bleu calme et curieux qui semblait étudier son protecteur. « Tu es réveillé ?» demanda doucement Matthew, un sourire involontaire aux lèvres. « Tu es bien dans mes bras ?» L'enfant continua de le fixer, bougeant légèrement la tête comme pour mieux faire la mise au point. Il semblait reconnaître la voix, réagir à la présence de Matthew, une reconnaissance qui lui procura une étrange et paisible satisfaction. Ils redescendirent. Matthew posa le bébé dans le panier, leur berceau improvisé. L'enfant resta éveillé, attentif, ses yeux suivant les objets autour de lui avec une curiosité méthodique. Profitant du calme, Matthew rangea les produits dans le couloir où il avait installé un coin pharmacie. Il tria les biberons, en stérilisa d'avance, empila les couches à portée de main et lut soigneusement toutes les notices pour être sûr de tout bien faire. Un message de Patricia s'afficha, elle avait trouvé 2 excellentes candidates. La première, une infirmière pédiatrique retraitée avec plus de 20 ans d'expérience dans un grand hôpital de maternité. La seconde, une nourrice spécialisée dans les nouveau-nés, habituée aux familles fortunées. Toutes 2 étaient disponibles pour un entretien dans la journée. Matthew demanda à planifier les entrevues en soirée. Il voulait préparer ses questions. Jamais il n'avait recruté quelqu'un pour travailler chez lui, encore moins pour s'occuper d'un enfant. Il n'avait aucune idée de la manière d'évaluer les candidates. Le bébé commença à s'agiter, émettant ces petits sons de bouche que Matthew apprenait déjà à reconnaître, les signes de la faim. Il consulta l'heure, environ 2 heures depuis le dernier biberon conforme aux recommandations. Il est temps de manger encore, dit-il à voix basse. Il répéta la préparation, plus confiant, mais toujours méticuleux. Le bébé observait depuis le panier, semblant comprendre qu'un repas arrivait, étonnamment patient pour sa taille. Quand le biberon fut prêt, Matthew le prit dans ses bras et s'installa sur le canapé. L'enfant se blottit contre lui, comme s'il se souvenait de la position idéale, et se mit à téter avec la même énergie que précédemment, ses yeux bleus fixés sur ceux de Matthew. « Tu t'habitues à moi, hein ?» murmura-t-il. « J'espère que je fais bien les choses. » Il le fit faire un rot, puis le garda contre lui pendant que le bébé s'endormait à nouveau. Une routine commençait à se former, anticiper les besoins, comprendre les signaux. Pour un homme habitué au planning rigide et aux objectifs précis, c'était un tout nouveau rythme. Le téléphone sonna, numéro inconnu. Peut-être une des candidates. « Allô ?» dit-il doucement. « Bonjour, ici Madame Carmen Rodriguez, infirmière pédiatrique. Votre assistante m'a contacté pour un poste urgent de garde de nouveau-né. » Sa voix, mûre, maternelle, pleine d'assurance,
inspira immédiatement confiance. Elle expliqua qu'elle avait passé 22 ans dans le service maternité de l'hôpital le plus réputé de la ville, s'occupant des nourrissons en situation normale comme en urgence. Depuis sa retraite, elle aidait des familles nécessitant un soutien spécialisé. Votre assistante a parlé d'urgence. Pouvez-vous m'en dire plus sur vos besoins? Matthew expliqua qu'il s'était retrouvé soudainement responsable d'un très jeune bébé, sans aucune expérience. Il évita les détails, insistant sur son besoin immédiat d'aide et de formation. Quel âge environ? Demanda-t-elle. Très jeune, peut-être un mois ou un peu moins. Je ne peux pas être certain. Carmen posa plusieurs questions précises. Mange-t-il bien? Pleure-t-il beaucoup? Semble-t-il en bonne santé? Matthew répondit qu'il avait bon appétit, dormait paisiblement, mais qu'il avait besoin de conseils pour tout le reste. Je peux venir aujourd'hui pour une évaluation et discuter de la façon dont je peux vous aider, proposa-t-elle. Je travaille à la journée ou sur des périodes plus longues selon les besoins. Il lui donna son adresse et fixa la visite en début de soirée, le temps de nourrir à nouveau le bébé et de s'organiser. Ce soir-là, Carmen arriva. Une femme d'environ 60 ans, cheveux gris relevés en chignon simple, tenue sobre et pratique, le regard apaisant. Bonsoir, monsieur Matthew, dit-elle avec chaleur. Je suis Carmen Rodriguez. J'ai apporté quelques documents qui pourraient être utiles, et j'ai hâte de rencontrer le bébé. Dans le salon, elle s'approcha du panier avec des gestes assurés, observant attentivement l'enfant sans le toucher d'abord. Apparence, posture, signes généraux de santé. C'est un très beau garçon, bien soigné, dit-elle après quelques minutes. Puis-je le prendre pour un examen plus complet? Matthew acquiesça. Elle souleva le bébé avec des mouvements fluides et précis, fruit de décennies d'expérience. L'enfant ne protesta pas, se levant naturellement dans ses bras. D'après sa taille et son développement, je dirais entre 4 et 6 semaines, estima-t-elle. Il semble en bonne santé, bien nourri, sans signe de problème ou de négligence. Elle demanda quelle formule il utilisait, approuva son choix, puis lui montra des positions plus sûres et plus confortables pour le tenir. J'ai besoin de tout ce qu'il faut pour bien m'occuper d'un bébé de cet âge, dit Matthew, réalisant à quel point sa voix sonnait désespérée et vague. Des biberons, du lait maternisé, des couches, des médicaments de base, un thermomètre, tout ce que vous avez pour les nouveau-nés. La femme le détailla d'un regard expert, intriguée par la vue d'un homme soigné, visiblement à l'aise dans le succès, mais totalement perdu face aux besoins d'un nourrisson. Son instinct maternel s'éveilla autant par le bébé que par la détresse évidente de Matthew. « C'est votre premier » demanda-t-elle doucement, se penchant pour admirer le bébé, maintenant bien éveillé et observant le magasin avec curiosité. Il hésita. Il ne voulait pas mentir, mais ne pouvait pas non plus dire la vérité sans s'exposer à des complications légales. « C'est compliqué » répondit-il enfin, préférant une vérité partielle. J'ai simplement besoin de toute l'aide possible pour bien m'en occuper, au moins pour les prochains jours. Elle sembla comprendre qu'il y avait des circonstances particulières. Avec la sagesse de quelqu'un qui avait élevé des enfants et probablement des petits-enfants, elle ne posa aucune question indiscrète. Au lieu de cela, elle prit les choses en main comme une guide expérimentée. Commençons par les bases, dit-elle en attrapant un petit chariot et l'invitant à la suivre dans les rayons bien rangés. D'abord, il faut estimer son âge exact, car cela change tout ce qu'on choisira. Elle se pencha sur le panier et observa le bébé avec un œil clinique, notant des détails auxquels Matthew n'avait jamais prêté attention. D'après ses traits et sa taille, je dirais entre 3 et 6 semaines, conclut-elle après un instant. Il est magnifique, semble en bonne santé et bien soigné. Nous allons choisir les produits pour cette tranche d'âge. Elle guida Matthew dans les rayons, expliquant chaque article essentiel. Des biberons adaptés aux nouveau-nés avec tétines orthodontiques imitant le sein maternel, de petits orifices convenant aux bébés qui n'ont pas encore une succion forte, les différences de matériaux, plastique standard, verre trempé, plastique sans BPA. Le verre, pour la maison, plus facile à stériliser et sans odeur, le plastique spécial pour les sorties. Vint ensuite le lait infantile. Elle expliqua clairement les différents types, formule standard pour nourrissons en bonne santé, et formule hypoallergénique pour les bébés sensibles. Comme Matthew ignorait tout de l'historique médical du petit, elle recommanda une formule standard de haute qualité. La préparation est cruciale, précisa-t-elle en lui tendant un guide imprimé. Le ratio eau-poudre doit être exact, ni trop concentré, ni trop dilué.
Une eau trop chaude détruit les nutriments, trop froide perturbe la digestion. Ils passèrent ensuite aux couches. Elle expliqua les tailles et les niveaux d'absorption. Prenez la taille nouveau-né et un paquet de taille 1, au cas où. Les bébés grandissent vite au début, ajouta-t-elle en déposant 2 paquets dans le chariot. Mieux vaut prévoir que d'en manquer à 2 heures du matin. La liste continua, lingettes pour peau sensible, crème protectrice, savon sans parfum, shampoing sans larmes, thermomètre digital, et quelques produits recommandés par les pédiatres pour les urgences. Combien de semaines exactement ? Demanda-t-elle en calculant la quantité de lait à acheter. Matthew regarda le bébé, ses yeux bleus toujours fixés sur lui, et réalisa qu'il ne pouvait pas répondre sans trahir le fait qu'il avait trouvé l'enfant abandonné. Honnêtement, je ne suis pas sûr, dit-il prudemment. Très jeune, peut-être 1 mois. Un léger mélange de curiosité et d'inquiétude traversa son visage, mais l'expérience l'empêcha d'insister. Vous devriez l'amener chez un pédiatre dès que possible, dit-elle sérieusement, mais sans jugement. Elle lui expliqua les signes permettant de reconnaître les différents besoins. La faim, la couche mouillée ou simplement le besoin d'être rassuré, et comment instaurer une routine bénéfique à la fois pour l'enfant et pour le parent. Avez-vous déjà eu de l'expérience avec des nourrissons ? Demanda-t-elle en lui montrant la bonne façon de changer une couche. Aucune, admit Matthew. C'est littéralement la première fois. Elle lui adressa un sourire bienveillant. Beaucoup de jeunes parents commencent exactement comme vous. L'essentiel, c'est d'apprendre les bases correctement et de développer une sensibilité aux signaux de l'enfant. Je vais vous enseigner tout ce qu'il faut pour bien prendre soin de lui, promit-elle. Je peux commencer demain matin et passer la journée ici. Matthew accepta aussitôt, soulagé d'avoir trouvé quelqu'un d'aussi compétent et posé. Carmen détailla ensuite ses tarifs et précisa qu'elle s'adapterait selon les besoins de la situation. Puis, son expression devint plus grave. Une dernière question, l'enfant a-t-il des documents ? Un acte de naissance, un carnet de vaccination, un dossier médical ? La question tomba comme un poids. Matthew sentit revenir la réalité juridique qu'il évitait depuis ce moment dans la rue. Il regarda le bébé, dormant paisiblement dans son panier, inconscient de ce que signifiait l'absence de papier. Non, dit-il enfin. Il n'a rien. La situation est compliquée. Carmen resta calme, mais une inquiétude brilla dans ses yeux. En plus de 20 ans de carrière auprès des nouveau-nés, elle avait vu des cas irréguliers et savait exactement quelles questions légales allaient suivre. Puis-je vous poser quelques questions discrètes sur la façon dont il est arrivé entre vos mains ? Dit-elle en s'asseyant face à lui. Sans jugement. J'ai simplement besoin de comprendre pour pouvoir vous conseiller sur la suite. Matthew inspira profondément, et pour la première fois, raconta toute la vérité. Comment il se rendait à une réunion importante, avait remarqué quelque chose sur le trottoir, s'était arrêté et avait découvert le panier parmi les buissons, sans aucune trace de la personne qui l'avait laissé ni de raison apparente. Carmen écouta attentivement, posant des questions précises. L'état du panier, celui du bébé au moment où il l'avait trouvé, s'il y avait une note ou un objet avec lui, s'il avait vu quelqu'un de suspect dans les environs. Ces questions trahissaient la précision d'une professionnelle rompue à la fois aux aspects médicaux et juridiques des abandons d'enfants. Vous avez bien fait de ne pas le laisser dans la rue, dit-elle. Maintenant, il faut décider de la manière d'agir officiellement. Elle expliqua que les cas d'abandon suivaient des protocoles précis via les services sociaux et le tribunal de la famille. L'enfant devait être déclaré officiellement comme « trouvé ». Il devrait passer un examen médical complet. Ensuite, une procédure serait engagée pour tenter de retrouver ses parents biologiques ou des proches. Pendant cette période, parfois plusieurs semaines, voire des mois, l'enfant était généralement confié à une famille d'accueil agréée ou à une institution adaptée. Dans certains cas, ajouta-t-elle, si la personne qui a trouvé le bébé remplit certaines conditions et montre un réel attachement, les services sociaux peuvent autoriser une garde temporaire. Matthew écouta, l'anxiété montant. Toute démarche officielle risquait de lui retirer le bébé, peut-être pour toujours. L'idée de ne plus le tenir dans ses bras, de ne plus savoir s'il serait bien traité ou s'il aurait peur, déclencha en lui un instinct protecteur d'une intensité surprenante. Et si je ne prévenais pas immédiatement les autorités ? Demanda-t-il, conscient qu'il s'aventurait sur un terrain légalement risqué, mais incapable d'envisager une autre option. Carmen pesa ses mots. Techniquement, vous avez l'obligation légale de signaler cette découverte.
Mais je comprends aussi que certaines personnes aient besoin d'un peu de temps pour assimiler la situation et mettre de l'ordre avant d'impliquer le système. Elle regarda l'enfant endormi, puis Matthew. Je peux vous aider à bien m'occuper de lui pendant quelques jours, le temps que vous décidiez de la meilleure marche à suivre. Mais il faut comprendre que, ce faisant, nous prenons tous deux des responsabilités qui dépassent ce que la loi autorise strictement. Un grand soulagement l'envahit. Enfin, quelqu'un prêt à l'aider sans jugement ni précipitation. Combien de temps pensez-vous que nous ayons avant qu'un signalement formel ne devienne absolument nécessaire? Demanda-t-il. Quelques jours, peut-être une semaine au maximum, répondit-elle. Juste assez pour vous organiser, consulter un avocat spécialisé en droit de la famille et préparer une approche qui maximise vos chances d'obtenir la garde temporaire, si c'est ce que vous souhaitez. Elle lui recommanda un avocat qu'elle connaissait, le docteur Henry Sanders, spécialiste des dossiers complexes de tutelle et d'adoption. Il pourrait l'aider à formaliser la situation de manière discrète. Vous avez une maison spacieuse, une excellente situation financière, et vous avez déjà montré un véritable engagement envers cet enfant, dit-elle. Avec une bonne préparation, vos chances sont bonnes. Quand pouvez-vous commencer? Demanda-t-il. Je peux être là dès 7 heures du matin et rester toute la journée, répondit-elle. Elle sortit de son sac plusieurs brochures, des guides sur l'alimentation, le développement précoce, les signes d'alerte nécessitant une attention médicale immédiate, et des modèles de routine quotidienne bénéfiques pour l'enfant et le soignant. Lisez ceci ce soir. Demain, nous mettrons tout en pratique. Je vous enseignerai pas à pas avant de partir. Elle se pencha un instant sur le panier, contemplant le bébé endormi avec la tendresse de quelqu'un qui a consacré sa vie au tout petit. Il est vraiment spécial, dit-elle doucement. Il dégage une paix rare. Vous avez bien fait d'écouter votre instinct et de le ramener ici. Après son départ, Matthew retourna dans le salon. Le bébé dormait toujours, indifférent à tout le bouleversement autour de lui. Matthew s'assit et parcourut les documents de Carmen, découvrant un univers qu'il n'avait jamais imaginé. Courbe de croissance, étapes de développement, méthode de stimulation cognitive et motrice des premiers mois. Plus tard, le bébé se réveilla avec les signes familiers de la faim. Matthew prépara un autre biberon, cette fois d'une main plus sûre. Pendant qu'il le nourrissait, il continua sa lecture. L'enfant gardait les yeux fixés sur lui, recréant ce lien profond qui le bouleversait toujours autant. Demain, Carmen nous apprendra beaucoup, dit-il doucement après la tétée. Tu vas l'aimer. Elle sait tout sur les petits comme toi. Il le fit rôter, le regarda s'endormir de nouveau et continua à étudier tard dans la nuit. L'une des brochures expliquait comment les nourrissons forment des liens émotionnels avec les personnes qui répondent régulièrement à leurs besoins, les réconfortent et leur montrent de l'affection par la parole et le contact. Vers minuit, Matthew décida d'essayer de dormir un peu avant la prochaine tétée. Il disposa le matériel sur la table basse et plaça le panier tout près pour entendre le moindre son. Il monta à l'étage, mais incapable de se détendre en sachant le bébé seul en bas, il redescendit après 15 minutes et s'installa sur le grand canapé, prêt à réagir au moindre cri. Aux premières heures du matin, le bébé se réveilla avec un petit pleur. Matthew se redressa aussitôt, le prit, vérifia la couche, puis prépara le biberon presque machinalement. « Tu es bien patient avec moi, » dit-il en mélangeant le lait. « Tu dois savoir que j'apprends tout ça pour toi. » Le bébé mangea bien, fit son rot, puis se rendormit paisiblement. Matthew réalisa qu'il venait de vivre sa première nuit complète en s'occupant d'un nourrisson. À 7 heures pile, la sonnette retentit, Carmen était de retour. Matthew venait de nourrir le bébé et ranger les affaires. Il ouvrit la porte, l'enfant dans les bras. Carmen sourit en les voyant ensemble. « Bonjour, comment s'est passée la nuit ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il semblait fatigué mais apaisé, et que le bébé était calme et bien soigné. « Mieux que je ne l'aurais cru, » répondit-il honnêtement. Il s'est réveillé 2 fois pour manger, mais tout s'est bien passé. La question tomba comme un poids. Matthew sentit revenir la réalité juridique qu'il évitait depuis ce moment dans la rue. Il regarda le bébé, dormant paisiblement dans son panier, inconscient de ce que signifiait l'absence de papier. « Non, » dit-il enfin. « Il n'a rien. La situation est compliquée. » Carmen resta calme, mais une inquiétude brilla dans ses yeux. En plus de 20 ans de carrière auprès des nouveau-nés, elle avait vu des cas irréguliers et savait exactement quelles questions légales allaient suivre.
Puis-je vous poser quelques questions discrètes sur la façon dont il est arrivé entre vos mains? Dit-elle en s'asseyant face à lui. Sans jugement. J'ai simplement besoin de comprendre pour pouvoir vous conseiller sur la suite. Matthew inspira profondément et pour la première fois, raconta toute la vérité. Comment il se rendait à une réunion importante, avait remarqué quelque chose sur le trottoir, s'était arrêté et avait découvert le panier parmi les buissons, sans aucune trace de la personne qui l'avait laissé ni de raison apparente. Carmen écouta attentivement, posant des questions précises. L'état du panier, celui du bébé au moment où il l'avait trouvé, s'il y avait une note ou un objet avec lui, s'il avait vu quelqu'un de suspect dans les environs. Ces questions trahissaient la précision d'une professionnelle rompue à la fois aux aspects médicaux et juridiques des abandons d'enfants. Vous avez bien fait de ne pas le laisser dans la rue, dit-elle. Maintenant, il faut décider de la manière d'agir officiellement. Elle expliqua que les cas d'abandon suivaient des protocoles précis via les services sociaux et le tribunal de la famille. L'enfant devait être déclaré officiellement comme « trouvé ». Il devrait passer un examen médical complet. Ensuite, une procédure serait engagée pour tenter de retrouver ses parents biologiques ou des proches. Pendant cette période, parfois plusieurs semaines, voire des mois, l'enfant était généralement confié à une famille d'accueil agréée ou à une institution adaptée. Dans certains cas, ajouta-t-elle, si la personne qui a trouvé le bébé remplit certaines conditions et montre un réel attachement, les services sociaux peuvent autoriser une garde temporaire. Matthew écouta, l'anxiété montant. Toute démarche officielle risquait de lui retirer le bébé, peut-être pour toujours. L'idée de ne plus le tenir dans ses bras, de ne plus savoir s'il serait bien traité ou s'il aurait peur, déclencha en lui un instinct protecteur d'une intensité surprenante. Et si je ne prévenais pas immédiatement les autorités? Demanda-t-il, conscient qu'il s'aventurait sur un terrain légalement risqué, mais incapable d'envisager une autre option. Carmen pesa ses mots. Techniquement, vous avez l'obligation légale de signaler cette découverte. Mais je comprends aussi que certaines personnes aient besoin d'un peu de temps pour assimiler la situation et mettre de l'ordre avant d'impliquer le système. Elle regarda l'enfant endormi, puis Matthew. Je peux vous aider à bien m'occuper de lui pendant quelques jours, le temps que vous décidiez de la meilleure marche à suivre. Mais il faut comprendre que, ce faisant, nous prenons tous deux des responsabilités qui dépassent ce que la loi autorise strictement. Un grand soulagement l'envahit. Enfin, quelqu'un prêt à l'aider sans jugement ni précipitation. Combien de temps pensez-vous que nous ayons avant qu'un signalement formel ne devienne absolument nécessaire? Demanda-t-il. Quelques jours, peut-être une semaine au maximum, répondit-elle. Juste assez pour vous organiser, consulter un avocat spécialisé en droit de la famille et préparer une approche qui maximise vos chances d'obtenir la garde temporaire, si c'est ce que vous souhaitez. Elle lui recommanda un avocat qu'elle connaissait, le docteur Henry Sanders, spécialiste des dossiers complexes de tutelle et d'adoption. Il pourrait l'aider à formaliser la situation de manière discrète. Vous avez une maison spacieuse, une excellente situation financière, et vous avez déjà montré un véritable engagement envers cet enfant, dit-elle. Avec une bonne préparation, vos chances sont bonnes. Quand pouvez-vous commencer? Demanda-t-il. Je peux être là dès 7 heures du matin et rester toute la journée, répondit-elle. Elle sortit de son sac plusieurs brochures, des guides sur l'alimentation, le développement précoce, les signes d'alerte nécessitant une attention médicale immédiate, et des modèles de routine quotidienne bénéfiques pour l'enfant et le soignant. Lisez ceci ce soir. Demain, nous mettrons tout en pratique. Je vous enseignerai pas à pas avant de partir. Elle se pencha un instant sur le panier, contemplant le bébé endormi avec la tendresse de quelqu'un qui a consacré sa vie au tout petit. Il est vraiment spécial, dit-elle doucement. Il dégage une paix rare. Vous avez bien fait d'écouter votre instinct et de le ramener ici. Après son départ, Matthew retourna dans le salon. Le bébé dormait toujours, indifférent à tout le bouleversement autour de lui. Matthew s'assit et parcourut les documents de Carmen, découvrant un univers qu'il n'avait jamais imaginé. Courbe de croissance, étapes de développement, méthode de stimulation cognitive et motrice des premiers mois. Plus tard, le bébé se réveilla avec les signes familiers de la faim. Matthew prépara un autre biberon, cette fois d'une main plus sûre. Pendant qu'il le nourrissait, il continua sa lecture. L'enfant gardait les yeux fixés sur lui, recréant ce lien profond qui le bouleversait toujours autant. Demain, Carmen nous apprendra beaucoup, dit-il doucement après la tétée. Tu vas l'aimer. Elle sait tout sur les petits comme toi.
Il le fit rôter, le regarda s'endormir de nouveau et continua à étudier tard dans la nuit. L'une des brochures expliquait comment les nourrissons forment des liens émotionnels avec les personnes qui répondent régulièrement à leurs besoins, les réconfortent et leur montrent de l'affection par la parole et le contact. Vers minuit, Matthew décida d'essayer de dormir un peu avant la prochaine tétée. Il disposa le matériel sur la table basse et plaça le panier tout près pour entendre le moindre son. Il monta à l'étage, mais incapable de se détendre en sachant le bébé seul en bas, il redescendit après 15 minutes et s'installa sur le grand canapé, prêt à réagir au moindre cri. Aux premières heures du matin, le bébé se réveilla avec un petit pleur. Matthew se redressa aussitôt, le prit, vérifia la couche, puis prépara le biberon presque machinalement. « Tu es bien patient avec moi », dit-il en mélangeant le lait. « Tu dois savoir que j'apprends tout ça pour toi. » Le bébé mangea bien, fit son ro, puis se rendormit paisiblement. Matthew réalisa qu'il venait de vivre sa première nuit complète en s'occupant d'un nourrisson. À 7 heures pile, la sonnette retentit, Carmen était de retour. Matthew venait de nourrir le bébé et rangeait les affaires. Il ouvrit la porte, l'enfant dans les bras. Carmen sourit en les voyant ensemble. « Bonjour, comment s'est passée la nuit ?» demanda-t-elle, remarquant qu'il semblait fatigué mais apaisé, et que le bébé était calme et bien soigné. « Mieux que je ne l'aurais cru, » répondit-il honnêtement. Il s'est réveillé 2 fois pour manger, mais tout s'est bien passé. « Je pense que je commence à comprendre son rythme, » dit Matthew. Carmen posa ses sacs sur la table basse et commença immédiatement une évaluation minutieuse. « Il va très bien », conclut-elle après quelques observations. « Il réagit bien aux stimuli, montre un bon développement et a déjà formé un lien solide avec vous. Vous faites un excellent travail. » Elle passa les 2 premières heures à lui enseigner des techniques plus efficaces. Les positions pour nourrir et apaiser le bébé, les méthodes rapides pour changer les couches, les procédures de bain sécurisé, et les façons de le calmer lorsqu'il s'agite. La confiance est essentielle, expliqua-t-elle en lui montrant comment donner le bain dans une petite bassine à l'évier de la cuisine. Les bébés ressentent vos nerfs, et cela peut les troubler. Des gestes calmes et sur les rassure. Vers midi, pendant que le bébé dormait après son biberon, Carmen revint sur la question légale. Avez-vous réfléchi à une assistance juridique pour formaliser la situation ? Matthew admit qu'il n'avait encore entrepris aucune démarche officielle, mais qu'il y pensait sérieusement. Carmen réitéra alors sa recommandation du docteur Henry Sanders, un avocat spécialisé en droit de la famille, habitué au cadre juridique et aux réalités humaines de ce genre de cas. Cet après-midi-là, ils transformèrent une chambre d'amis en véritable nurserie. Carmen fit la liste du mobilier et des éléments de sécurité nécessaires. Matthew commanda tout immédiatement. Un message de Patricia confirma la livraison prévue pour le lendemain, accompagné d'une équipe chargée d'installer les dispositifs de sécurité dans toute la maison. Plus tard dans la journée, Matthew fit enfin l'appel qu'il repoussait depuis des jours. L'assistante du docteur Sanders prit ses coordonnées et précisa que l'avocat le rappellerait plus tard, probablement avec une ouverture pour le lendemain matin. Cette perspective le rassura. Quand le docteur Sanders rappela, Matthew résuma la situation. Il avait trouvé un bébé abandonné, l'avait ramené chez lui, et avait besoin de conseils pour protéger à la fois l'enfant et lui-même. Nous devrons suivre les protocoles officiels, expliqua l'avocat, mais il existe des stratégies pour orienter l'issue. Une bonne documentation, la preuve de conditions adaptées, et un bon timing. Il fixa un rendez-vous pour le lendemain matin. Apportez tout ce que vous avez, des photos de l'endroit si possible, et une description détaillée des soins prodigués. Continuez à faire exactement ce que vous faites. Un enfant bien soigné et attaché à vous sera un élément central de notre argumentation. Le lendemain, Matthew arriva tôt au cabinet du docteur Sanders, situé dans un immeuble élégant mais discret, dans un quartier aisé. L'avocat, la cinquantaine, cheveux gris, costume impeccable, dégageait à la fois autorité et bienveillance. Matthew raconta méthodiquement toute l'histoire, depuis la découverte du panier jusqu'à sa consultation. « Avez-vous photographié l'endroit où vous l'avez trouvé ?» demanda Sanders. « Oui », répondit Matthew en disposant des tirages dans l'ordre chronologique. « J'ai aussi noté l'heure exacte et les conditions météo. » L'avocat examina attentivement les images, le panier, l'apparence du bébé, l'environnement. Il approuva la rigueur de la documentation. Il posa ensuite des questions détaillées sur les soins apportés, l'alimentation,
l'hygiène, les évaluations de Carmen et les aménagements du domicile. Matthew lui remit une lettre que Carmen avait écrite la veille, décrivant l'état de santé du bébé, la qualité des soins, et l'attachement naissant entre eux. Carmen Rodriguez a une excellente réputation, commenta Sanders. Son témoignage aura une grande valeur. Il exposa alors les deux voies légales possibles. 1. Déclarer immédiatement la découverte aux autorités en précisant que Matthew s'occupait temporairement de l'enfant. 2. Ou bien préparer d'abord une demande solide de tutelle provisoire, à déposer en même temps que le rapport officiel. Étant donné votre stabilité financière, vos conditions de logement, votre excellente documentation et la recommandation d'une infirmière qualifiée, je vous conseille la seconde option, dit-il. Nous constituerons un dossier complet avant dépôt. Ils auraient besoin de relevés financiers, d'un rapport médical confirmant la bonne santé du bébé, d'une évaluation psychologique attestant de la capacité parentale de Matthew, et de preuves des aménagements de sécurité. Combien de temps cela prendra-t-il ? Demanda Matthew. Idéalement 1 semaine, répondit Sanders. Je vais coordonner les experts pour que le dossier soit solide. Il estima les chances de réussite entre 70 et 80% avec une bonne préparation. Matthew ressortit plein d'espoir. Il appela Patricia pour rassembler les documents et planifier les évaluations. De retour chez lui, Carmen était avec le bébé, qui chercha aussitôt Matthew du regard dès qu'il entra. « Comment s'est passé le rendez-vous » demanda-t-elle. « Très bien », répondit-il en prenant le bébé dans ses bras, sentant à nouveau ce sentiment de plénitude. L'avocat a un plan précis, et nos chances sont bonnes. Les jours suivants, Patricia fit avancer les choses, évaluation psychologique prévue jeudi, évaluation médicale vendredi. Des camions livrèrent le mobilier de la chambre et les équipements de sécurité. Le berceau fut installé dans la nouvelle chambre, la table à langer montée, un fauteuil d'allaitement placé juste à la bonne hauteur. Carmen sourit. Voilà, maintenant il a une vraie chambre. Les évaluateurs seront impressionnés. Ce soir-là, Matthew fit dormir le bébé pour la première fois dans le berceau plutôt que dans le panier. Le bébé s'y adapta parfaitement, semblant même plus à l'aise dans cet espace. Le lendemain matin, Carmen trouva Matthew plus confiant. L'entretien avec l'avocat et la chambre terminée avait allégé son anxiété. Ils répétèrent les gestes qu'ils devraient montrer lors des futures inspections. Vers midi, Dr Sanders appela avec une mise à jour. Il avait accéléré la procédure et espérait tout déposer avant la fin de la semaine. Si la première revue se passait bien, il pourrait obtenir une autorisation de tutelle temporaire de 6 mois. Si aucun parent biologique n'était retrouvé pendant cette période, ce qui était probable, Matthew pourrait demander l'adoption. La semaine suivante, le psychologue Dr Robert Silva vint évaluer la capacité parentale de Matthew. Pendant 3 heures, il observa leurs interactions, regards, gestes, réponses instinctives aux signaux de l'autre. En 20 ans de métier, j'ai rarement vu un lien se former aussi vite et aussi solidement, déclara-t-il ensuite. Le jour suivant, la pédiatre, Dr Anna Brox, arriva avec son matériel pour un examen complet. Poids, taille, réflexes neurologiques, développement moteur. Le bébé n'était pas seulement en bonne santé, il s'épanouissait. Cet enfant reçoit des soins exceptionnels, conclut Dr Brox. Tous les indicateurs montrent qu'il grandit dans un environnement sûr et stimulant. Mon rapport sera entièrement favorable à la continuité. Ce week-end-là, Dr Sanders travailla intensivement pour finaliser le dossier à déposer le lundi. Rapport professionnel, documents financiers, des dizaines de photos illustrant les progrès de la semaine, lettres de Carmen et même de Patricia décrivant les changements positifs observés chez Matthew depuis qu'il s'occupe du bébé. Lundi matin, Matthew et Dr Sanders présentèrent le dossier au tribunal de la famille, devant les services sociaux, un psychologue d'État, un représentant du procureur et la juge en charge des affaires d'enfants, la juge Marcia Fernandez. Dr Sanders exposa méthodiquement les circonstances de la découverte, les soins apportés et le lien créé. La juge manifesta un vif intérêt pour le rapport de Carmen et les photos montrant l'évolution du bébé. Elle posa ensuite des questions précises sur les motivations de Matthew et ses projets à long terme. « Monsieur Matthew, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une décision aussi importante pour un enfant que vous ne connaissiez pas » demanda-t-elle. « Quand je l'ai vu seul dans la rue, » répondit Matthew avec sincérité, « j'ai ressenti une responsabilité immédiate, plus forte que toute logique. Je ne pouvais pas le confier à un système sans savoir s'il serait réellement aimé et protégé.
Au fil des jours, j'ai compris que j'avais développé un amour véritable, que je ne soupçonnais même pas en moi. L'audience dura plusieurs heures, chaque aspect du dossier étant examiné. Les rapports, les mesures de sécurité, les protocoles pour la période de tutelle. La juge Fernandez se retira ensuite pour délibérer avec son équipe. Le docteur Sanders avait prévenu que ce genre de décision prenait souvent quelques jours, mais il souligna à quel point leur dossier était solide et convaincant. 3 jours plus tard, il appela avec la nouvelle qui allait changer la vie de Matthew. Ils avaient gagné. La garde temporaire fut approuvée à l'unanimité. Matthew était officiellement autorisé à s'occuper de l'enfant pendant 6 mois, le temps de continuer les recherches pour retrouver sa famille. Il regarda le bébé jouer sous un mobile coloré, inconscient de l'importance du moment. « Et après 6 mois ?» demanda-t-il, bien qu'il connaissait déjà la réponse. Si aucun parent ni proche n'est retrouvé, ce qui est probable compte tenu des circonstances, vous pourrez déposer une demande d'adoption, répondit l'avocat. Avec l'historique positif que nous avons documenté, vos chances sont excellentes. Les mois suivants, Matthew s'adapta pleinement à la paternité. La routine, d'abord intimidante, devint naturelle. Il découvrit des joies qu'il n'aurait jamais imaginées. Les biberons silencieux au cœur de la nuit, devenus presque des instants sacrés. Carmen continua de venir régulièrement, désormais plus comme une grand-mère aimante que comme une assistante nécessaire. Les instincts de Matthew le surprenaient, il anticipait les besoins, comprenait les signaux subtils. Le travail, autrefois centre de son univers, trouva une place plus saine, au second plan. Il gérait encore très bien son entreprise, mais à des horaires raisonnables, en déléguant davantage. Patricia remarqua plusieurs fois à quel point il semblait plus détendu et véritablement heureux. La maison, autrefois conçue pour impressionner, était devenue un foyer. Les rires du bébé résonnaient dans les couloirs. Les jouets colorés avaient remplacé la décoration froide. Chaque pièce était pensée pour le confort et la sécurité de l'enfant. Durant les 6 mois de garde, les enquêtes ne donnèrent rien. Aucun acte de naissance correspondant, aucune déclaration de disparition, aucun indice malgré les annonces publiques. Quand vint le moment de déposer la demande d'adoption, le docteur Sanders remit un dossier encore plus solide. Des photos montrant la croissance et le bon développement de l'enfant, des rapports médicaux détaillant les progrès, et des témoignages de tous les professionnels impliqués. L'adoption fut approuvée sans la moindre complication. Lors de l'audience finale, la juge Fernandez déclara qu'elle avait rarement vu un dossier où l'intérêt de l'enfant et la capacité du tuteur s'accordaient aussi parfaitement. Elle félicita Matthew d'avoir transformé un acte d'abandon en une histoire d'amour et de famille. Le jour où les documents furent signés, faisant de lui officiellement un père, Matthew prit son fils dans les bras. Ce n'était plus simplement un bébé recueilli, mais son enfant à part entière. Il repensa à la suite extraordinaire d'événements qui avaient transformé sa vie. 1 an plus tôt, il aurait trouvé cette idée absurde, incompatible avec ses ambitions. Le bébé, âgé maintenant de 8 mois, commençait à ramper dans le couloir. Un enfant heureux et en bonne santé, qui voyait clairement en Matthew son papa. Ses premiers babillages contenaient des sons que Matthew aimait interpréter comme « dada », et le sourire de l'enfant chaque matin lui procurait une satisfaction qu'aucun succès professionnel n'avait jamais égalée. Matthew lui donna un nom, Gabriel, car « messager » lui semblait juste. Ce garçon était venu lui enseigner des formes d'amour et de but qu'il ne connaissait pas. Il ajouta Henri, en hommage à l'avocat qui avait rendu leur famille possible. Carmen devint, de fait, la grand-mère adoptive de Gabriel, venant souvent et l'aidant quand Matthew devait voyager. L'entreprise continua de prospérer sous sa direction plus équilibrée. En déléguant et en respectant des horaires sains, il découvrit que sa créativité s'en trouvait renforcée. Son équipe remarqua ce changement positif dans son tempérament et sa manière de diriger, attribuant cela à la paternité. Un dimanche après-midi, presque 1 an après avoir trouvé Gabriel, le père et le fils étaient dans le jardin. Matthew le regardait jouer sur l'herbe, sous l'œil bienveillant de Carmen. La lumière du soleil dessinait de douces ombres à travers les arbres qu'il avait plantés pour rendre la cour plus accueillante. Le rire joyeux de Gabriel résonnait dans cet espace autrefois si silencieux. Patricia lui avait dit, 2 jours plus tôt, qu'elle reconnaissait à peine l'ancien Matthew. Celui qui vivait uniquement pour les affaires, à côté de celui qui quittait désormais le bureau à 17 heures pour donner le bain, et qui montrait les photos de son fils en réunion. Gabriel, désormais sur ses petites jambes vacillantes, s'approcha de lui avec un jouet coloré à la main.
Ses yeux bleus, ceux-là même qui avaient conquis Matthew dès le premier regard, brillaient d'intelligence et d'un amour pur pour l'homme qui était devenu son univers. Matthew le souleva et le serra contre lui, sentant le poids plus ferme d'un enfant qui n'était plus le fragile nourrisson trouvé dans un panier d'osier. Gabriel se blottit, pointant parfois du doigt les oiseaux au loin, poussant des sons heureux de contentement absolu. Dans cette paix parfaite, Matthew comprit pleinement comment une décision impulsive, un après-midi ordinaire, était devenue l'expérience la plus significative de sa vie. Trouver Gabriel n'avait pas seulement sauvé un enfant abandonné. Cela avait révélé des parts de lui-même qu'il ignorait et créé une famille comblant des vides dont il n'avait pas conscience. L'homme qui pensait jadis que les enfants étaient incompatibles avec ses ambitions ne pouvait plus imaginer la vie sans les sourires du matin, les découvertes quotidiennes et l'amour inconditionnel que Gabriel avait apporté dans son foyer. La demeure élégante était devenue un vrai foyer, empli de rire, d'un désordre joyeux et d'un sens profond de la vie, bien au-delà de tout triomphe professionnel. Alors que le soleil se couchait sur le jardin, père et fils partageaient un autre moment parfait, fruit d'un amour inattendu et de choix courageux. Matthew sut, avec une certitude absolue, que c'était exactement la vie qu'il était destiné à vivre. Gabriel, autrefois un inconnu déposé dans un panier, était devenu le centre de son univers familial. Et aucun d'eux ne voudrait échanger cela contre quoi que ce soit. Fin. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous aime.